Bonjour et bienvenue au Carrefour des idées avec à l'affiche pour vous aujourd'hui l'ouvrage qui a pour titre, je cite, « Essai sur la fondation politique de la Guinée ». Son auteur, Amadou Sadio Barry, nous fait l'immense plaisir puisqu'il va nous tenir compagnie tout le long de ce numéro. Mesdames et messieurs, l'émission parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est tout de suite. Essai sur la fondation politique de la Guinée. L'auteur fait ici Amadou Sadio Barry, bonjour. Bonjour M. Koné, merci pour l'invitation. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau et on a hâte de commencer tout de suite. Hein. Donc vous êtes l'auteur de cet essai, un essai politique. Hein. Le titre c'est « Essai sur la fondation politique de la Guinée ». Donc cet ouvrage de Amadou Sadio Barry autour duquel donc, nous faisons notre numéro parenthèse. Avant de partir sur le premier point, hein, qui est le fait de, enfin, ce que vous appelez sortir de la problématique électorale, vous dites, enfin, il apparaît au lecteur clairement que tout ne se résume pas, en tout cas d'après votre réflexion, aux élections, à l'organisation des élections. Et vous dites même, je ne dirais pas curieusement, c'est-à-dire que vous dites, l'une des premières phrases, enfin la première phrase, vous dites que l'abandon du pouvoir par le professeur Alpha Condé ne suffira pas à changer la situation en République de Guinée. Hein. Ouais. Ce n'est pas exactement la phrase, mais c'est un peu ça. Oui, c'est ce que je dis, c'est que en fait, il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire que les sources de la violence politique en Guinée ont été toujours liées de manière générale à la conflictualité électorale. C'est-à-dire que dans ce pays, depuis 1993, on n'arrive pas du tout à organiser des institutions justes, neutres, en tout cas sans qu'il n'y ait, si vous voulez, conflit, sans qu'il n'y ait tension et même violence, qui entraîne des morts et son lot de morts. Donc je me suis dit, oui, si les élections sont source de tensions, les tensions liées au fichier électoral, les tensions liées à la confiscation du pouvoir, à l'organisation de la CENI, qui est toujours inféodée, même des institutions les questions liées à la fraude, voilà, et tout ce que... Voilà, tout ça. Je me dis, mais si ces éléments de vérité sont là, donc ça c'est le court terme d'ailleurs, comment expliquer que 60 ans après, nous en sommes toujours à ce niveau-là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous bénéficions des technologies capables de nous aider facilement, par exemple, à générer une liste électorale à partir d'un recensement national général de la population. Et je sais que les institutions comme le PNUD, depuis 2008, financent ces actions. Malheureusement, on n'arrive pas à sortir de ces problèmes-là. Ça, c'est le court terme. Mais il m'a semblé que rester au court terme serait de courte vue, justement. C'est une perspective limitée. Il faut aller au-delà et poser la question de pourquoi nous en sommes là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique que les hommes politiques guinéens, les acteurs politiques, même ce qu'on appelle la société civile, on n'arrive pas à s'entendre sur un cadre légal, constitutionnel, contraignant, qui puisse organiser les élections de manière pacifique. C'est là ma question est partie. D'où l'idée de remonter, de faire ce que j'ai appelé une historicité du politique. Et donc, pardonnez-moi, de dépasser la perspective personnelle. Parce que, en restant, évidemment, Alpha Condé est comptable de ce qu'il a fait. Évidemment que le gouvernement de Général Lansana Conté et tout ce qui s'ensuit, il y a des acteurs politiques dont on peut établir une chaîne de responsabilité. Ce n'est pas ce que je nie. Par contre, j'ai voulu aller au-delà. Au-delà. Et aller au-delà, pour moi, c'est quoi? C'est d'interroger la trajectoire politique de la Guinée, à partir de 1958. Et en interrogeant cette trajectoire, il s'est révélé à moi que, en fait, la confiscation du pouvoir, le troisième mandat, au-delà d'Alpha Condé, n'est qu'une conséquence d'une culture politique entretenue. Et vous dites même qu'elle plonge ses racines depuis oui. la révolution socialiste qui, d'après vous, enfin d'après votre texte, était totalitaire. Oui, oui, définitivement. Je veux dire, au-delà des complots
qui sont avérées ou pas, disons quand même qu'il y a eu des pressions, Sékou Touré, de l'extérieur, ça ne faut pas non plus le nier. Mais au-delà de ces pressions-là, moi j'ai voulu questionner la pensée de Sékou Touré, qui pour ma part d'ailleurs est le seul président guinéen qui a une pensée politique. Vous le dites, hein, Oui, clairement, oui. au-delà de... Voilà, au-delà de tout ce qu'on a connu. C'est le seul président guinéen qui a osé avoir une pensée et surtout qui a eu le courage de vouloir l'appliquer. Oui. C'est là où quand même il faut voir, si vous voulez, la nature du bonhomme, ces jeux d'expression. Par contre, sa pensée politique, structurellement, c'est-à-dire intrinsèquement, ne pouvait pas générer une démocratie. Sa pensée politique ne pouvait, pour ma part, ne conduire qu'un régime totalitaire. Parce que lorsque vous distinguez dans une pensée politique entre un peuple sain et un peuple malade, je reprends le thème de Sékou Touré. Hein, oui, vous citez, oui. Voilà, je le cite. Évidemment que le peuple malade, c'est le peuple qui n'adhère pas. C'est le peuple qui veut discuter les projets de société. C'est le peuple qui veut obtenir, si vous voulez, un autre, qui veut contester, qui veut délibérer. Or, la conception de la nation qu'avait Sékou Touré était une conception mystique, c'est une conception unificatrice, qui ne tolérait pas la divergence. Vous dites du peuple. Du peuple, voilà. Et que ce peuple aussi qui est incarné aussi quelque part par le premier responsable, premier responsable. Tout à fait. Bien qu'il disait que le peuple est souverain, le peuple, c'est ce qu'il faut défendre. Ça, c'est le discours de tous qui sont, enfin, qui ont revendiqué la pensée de Marx, mais à tort, qui l'ont complètement dévoyé. Parce que lorsque vous lisez le Capital de Marx, ou en tout cas l'œuvre de Marx, on constate que Marx, c'est le prophète de la liberté. Marx n'a rien à voir avec le système totalitaire qu'on a connu en Europe et bien sûr dans l'Afrique postcoloniale. Donc, en questionnant la pensée, moi je me suis vraiment plongé dans la manière dont Sékou Touré pense la société. Quelle est sa vision, quelle est sa conception du politique? Et là, on constate tout de suite que pour Sékou Touré, le partage du pouvoir était de manière intrinsèque impossible. Et non pas parce que peut-être qu'il ne voulait pas, mais c'est la manière dont, la façon dont il pensait la structure politique qui rendait impossible le partage du pouvoir. Et il l'assumait. Il l'assumait. Et c'est ce qui est important, enfin, c'est ce qui est révélateur parce que Sékou Touré assumait le refus de l'alternance au pouvoir au nom d'une pensée politique révolutionnaire, d'une idéologie qui ramenait tout à sa personne, d'une idéologie qui faisait du peuple de Guinée un peuple scindé en deux et dont Sékou Touré avait la dernière vérité sur son peuple. Donc, quelque part, en lui se résumait toute la Guinée. Donc, il était difficile dans cette conception du rapport au pouvoir d'avoir quelque chose comme une diversité de points de vue. Bien que les deux constitutions qu'on a connues, Sékou Touré, parlaient de droits et libertés individuelles, mais on sait ce qui a été, surtout dans la fin des années 60, le régime politique Sékou Touré. Dans ce sens-là, on peut le qualifier vraiment de totalitaire, au sens fort du terme, sans nier, bien sûr, peut-être l'idée qu'il avait de promouvoir une éducation sous la base révolutionnaire, avec les avantages et les conséquences que nous avons connues. Mais par contre, ce qui est particulier dans notre histoire politique, à partir de 90, on nous engage dans une démocratie libérale. Donc les gens, le régime de Conté veut promouvoir le multipartisme. Il y a eu beaucoup de débats depuis l'époque déjà. Est-ce qu'on admet un bipartisme quand on lit les œuvres, on voit vraiment que le débat a eu lieu. Ce qui est fascinant, alors que Sékou Touré a assumé le refus de l'alternance au pouvoir, le général Lansana Conté nous ouvre dans une conception du politique ouverte et multipartite, en principe, alors qu'en réalité, ils reconduisent les pratiques politiques autoritaires du pouvoir. Oui, on va en venir parce que vous le dites d'ailleurs, vous expliquez évidemment sous la base d'arguments que le lecteur peut bien trouver, le fait que le régime que vous qualifiez de totalitaire depuis Sékou Touré jusqu'à Alpha Condé d'ailleurs, vous parlez de formalisme démocratique qui, dans les faits et dans le droit, ne s'applique pas. Tout à fait. C'est-à-dire que la loi fondamentale, en 1990, consacre une rupture avec le système totalitaire. Là aussi, il faut le dire. C'est-à-dire que sur le plan de l'analyse conceptuelle même du pouvoir, la façon dont même le général Lansana Conté a pratiqué le pouvoir politique, il faut quand même le reconnaître. Il y a eu quand même le multipartisme, ce n'est même pas le philosophe qui parle, c'est les faits, là-dessus on ne peut pas le nier. Oui. Donc les élections, l'adhésion aux élections multipartites, cependant, c'est là où la logique est intéressante, n'a pas vraiment conduit à une démocratisation des pratiques du pouvoir. C'est-à-dire qu'on a consacré au niveau des principes un régime démocratique libéral qui implique une alternance du pouvoir. Mais qu'en réalité, on a reconduit, si vous voulez, par la seconde main, une culture politique autoritaire héritée de Sékou Touré.
Donc c'est dans une même logique qui est pour moi explosive et contradictoire et qui est à la source de ce qu'on vit actuellement au niveau des principes. Vous avez un formalisme démocratique qui est là, qui est très bien, mais qui n'a jamais pris corps en Guinée. Et ce qui m'a intéressé, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi ce décalage? Pourquoi l'adhésion au formalisme ne s'est pas traduite par une démocratisation des pratiques du pouvoir, mais surtout par une conception du politique capable de générer, si vous voulez, un rapport au pouvoir plus sain, qui nous sortirait véritablement de la violence politique. La violence politique. La violence politique, vous en parlez justement, Monsieur Barré nous en parle dans son ouvrage, mais c'est vrai que je voulais revenir un tout petit peu, parce que c'est pas que c'est curieux, mais évidemment, avant même d'arriver au régime de Lansana Conté, vous expliquez aussi que le régime de Sékou Touré, donc que vous qualifiez, d'après votre analyse, de totalitaire en raison de l'idéologie, du fondement même de l'idéologie, et on voit bien entendu l'argumentation, la démonstration dans votre ouvrage, mais vous dites que ce régime, le régime de Sékou, a hérité du système colonial et que ce système-là déjà aussi qui était fait pour exploiter, pour le système d'oppression, etc. Le même système en quelque sorte a été reproduit sous Sékou, mais sous une autre forme, et que sous Conté, effectivement, la même chose continue jusqu'à Alpha Condé. Et puis, dans cette démonstration, effectivement, vous expliquez que, voilà, c'est tout ce qui explique, bien entendu, qu'il y a en quelque sorte une impossibilité d'aller vers l'alternance politique. Tout à fait. Moi, je pense, et d'ailleurs, ce n'est pas le propre de la Guinée, que nous n'avons pas rompu totalement avec un certain imaginaire du pouvoir colonial. Malheureusement. Parce que qu'est-ce qui caractérisait l'État colonial? L'exploitation, la domination, l'extraction, les injustices et les inégalités. Bien que sur le plan de l'éducation, quand même, il faut donner du crédit, c'est-à-dire que le système colonial a favorisé la formation d'une élite. Pensez le procès Senghor, même Sékou Touré d'ailleurs. Sékou Touré, pensez à Amadou Batiba. Voilà, le système colonial, si vous voulez, a quand même permis, d'où d'ailleurs l'île de Senghor, à certains égards, que c'était un mal nécessaire que fut la colonisation, qui était très discutée cette phrase. Mais je pense que alors que les indépendances étaient censées consacrer la rupture, justement, avec les pratiques d'indignité, les pratiques d'extraction et de domination, les pratiques de violence sur les corps et les esprits, pour reprendre Achille Mbembe, on voit quand même que les leaders de l'indépendance, et c'est ça ce qui est fascinant, sur le continent africain d'ailleurs, c'est fascinant, c'est que les valeurs qui ont porté les indépendances, la justice, l'égalité, le respect de la dignité humaine, ou que les Africains sont battus pour, au nom duquel ils ont contesté le système colonial, ces valeurs ont été dévoyées. C'est-à-dire que les leaders de l'indépendance n'ont pas su se réapproprier sur le plan de la gouvernance politique et institutionnelle ces valeurs. Vous voyez, la période postcoloniale a consacré l'épanouissement partout en Afrique, des régimes ou autoritaires ou totalitaires. Donc là-dessus, la question qui se pose, et d'ailleurs ce que je fais dans un prochain livre, c'est qu'est-ce qui conduit à cet état de lieu? Qu'est-ce qui fait que les idéaux de justice n'ont pas été actualisés? Et c'est là où je m'interroge sur la conception qu'on a eue de la nation, sur le panafricanisme, le socialisme africain, la manière dont on a conçu ce que c'est qu'un État social. Et je pense que la pensée politique des indépendances a eu pour effet vraiment de détourner l'idéal noble au nom duquel nous avons combattu le système colonial. Et dans ce détournement, malheureusement, les leaders pour Sékou Touré, comme bien d'autres, ont reconduit l'imaginaire des pratiques de violence sur les corps et les esprits au nom d'une lutte contre le néocolonialisme, qui n'était pas du tout faux. Il serait dommage, et j'insiste surtout là-dessus pour nos auditeurs, de communautariser l'héritage Sékou Touré. Il y a des livres sur lui, il y a des explications sur sa gouvernance, à la fois sur le plan économique, sur le plan politique et institutionnel. Il faut donc que les chercheurs guinéens aujourd'hui, les historiens, s'assoient autour d'une table, qu'on sorte les livres, qu'on sorte les études, et qu'à partir d'un travail de vérité, qu'on dise qu'est-ce qu'il a été et qu'est-ce qu'on peut faire de son héritage. Oui. Alors, c'est vrai que dans ce travail aussi, il y a quelque chose qui retient, qui a retenu, en tout cas pour ce qui me concerne, le lecteur. C'est que vous dites aussi que, en réalité,
Et ça, c'est intéressant justement pour la problématique qui est abordée. C'est que la Guinée, d'après vous, n'a jamais été une nation. Non, pas du tout. Vous parlez même de fiction quant à, je veux dire, pendant les luttes pour la lutte pour l'indépendance. Ouais. Et effectivement, ça, vous le soulignez très très bien. Et vous dites que oui, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut dire qu'on a eu une nation. Qu'est-ce qu'une nation? Une nation, d'abord, c'est le partage collectif d'éléments ou de référentiels, culturels par exemple, ou même au niveau des valeurs, ou au niveau des traditions et des mœurs. La Guinée est une société constituée de différentes cultures historiquement constituées. Oui. Les peuples de la Guinée forestière, de la Moyenne Guinée, de la Haute Guinée, de la Basse Guinée. Le peuplement de la Guinée n'est pas simplement, un choix des Guinéens, c'est aussi le fait du hasard, de souffler de la désintégration des royaumes africains, et tout ça, du Moyen-Âge, enfin, du 9e siècle jusqu'au Moyen-Âge. Et puis le travail du colonialisme aussi qui a fait son travail. Exactement, cette division sous-régionale est une œuvre du colonialisme. Donc vous voyez, quelque part, nous n'avions pas su vraiment fonder ce multiculturalisme sur des éléments de référence minimales autour desquels les Guinéens pourraient minimalement s'entendre. La nation, c'est aussi cette capacité que nous avons de nous identifier à partir de références communes. Avoir des intérêts communs, vous le dites. Alors, c'est vrai aussi que, en même temps, le travail il reste intéressant. J'ai envie d'échanger avec vous là-dessus. C'est que ça m'a paru un peu curieux. Cette affirmation, d'ailleurs, surtout que vous le dites, c'est pas très nuancé. Et c'est vrai que si on peut faire moins philosophique pour que ce soit très accessible aussi pour le lecteur que je suis, c'est que au moment où parce que plus loin dans l'ouvrage, on vous expliquait de façon détaillée les éléments constitutifs d'une nation. Mais au début, pendant la conquête à l'accession de l'indépendance, il y avait quand même, on peut dire, et ça je pense que vous le dites aussi d'ailleurs, les Guinéens s'étaient mis, si on peut le dire, s'étaient mis d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire avoir leur dignité, leur liberté, mais c'est parce qu'ils avaient ces choses-là en commun. Et ce que l'indépendance a permis d'acquérir, on ne peut pas l'appeler nation d'après vous? Non, parce que ça c'est ce que j'appelle la conscience d'un destin commun. Mais la nation a ses figures. Je veux dire, le fait que nous soyons 12 millions ou 13 millions, c'est un regroupement de personnes. Je veux dire, si on disait que 12 millions c'est égal à une nation, autant dire qu'un troupeau de bœufs égale une nation. Oui, voilà. Mais oui, on est d'accord. Vous faites même la différence entre la foule et le peuple à un moment donné qui est très intéressant plus loin. Voilà, tout à fait. Donc, mais je pense qu'il y avait là des éléments qui auraient pu nous constituer, vous voyez, je suis le terme, qui auraient pu nous constituer, ou même, il y aurait là, en fait, il y avait la conscience d'un destin commun, inspiré de valeurs, de dignité, inspiré vraiment, c'est-à-dire que là, les Guinéens se sont dit, par-delà le multiculturalisme, par-delà nos différentes appartenances, nous avions tous quelque chose qui pourrait nous unir, qui devrait nous unir, notre dignité, la liberté, la justice, l'égalité, l'appartenance aussi à un territoire commun. Donc il y a là des facteurs sociologiques, des facteurs éthiques, des facteurs normatifs, géographiques, qui auraient pu être mobilisés pour constituer, même allons plus loin, instituer une nation. Par ailleurs, c'est justement le socialisme révolutionnaire qui a, si vous voulez, qui a fait capoter, ou si vous voulez, qui a rendu structurellement impossible l'institution d'une nation. Pourquoi? Parce que lorsque le recours à la personnalité d'une personne, enfin d'un individu comme Sékou Touré, lorsque tout se ramène à la personnalité qui gouverne, lorsque même l'idée de nation, c'est vous qui l'incarnez, eh bien là, c'est plus nation. C'est plus nation parce que vous êtes le trait d'union, vous vous concevez, c'est-à-dire vous vous représentez comme étant le trait d'union de tout ce qui peut représenter le peuple. Or, au sein du peuple, vous avez des voix discordantes. Vous avez eu des voix qui s'opposent à votre projet. Par contre, pour faire valoir votre projet, vous êtes obligé de les éliminer. Donc, au nom de la nation, au nom du peuple, on a sacrifié certaines personnes qui appartenaient à la nation. En tout cas, idéalement. Donc, vous voyez, donc, la pensée même de Sékou Touré, rendait une fois encore impossible non seulement l'idée du peuple conçu comme étant
une manière de se gouverner, parce que le peuple aussi ça figure. Hein. Par exemple, la charte, en fait, une charte de droits et libertés sur le plan normatif peut incarner un peuple. C'est-à-dire c'est le peuple sur le plan du droit. Mais même là encore, c'est que Sékou Touré a tout, si vous voulez, concentré en sa personne. Sa personne était l'égale du peuple et de la nation. C'est ce qui est. Est-ce que c'était la révolution et l'idéologie qui régissait la révolution qui a poussé vers cette situation, ou c'est Sékou lui seul? Puisque on imagine qu'il n'était pas seul. Je n'étais pas là, mais on imagine qu'il n'était pas seul. Je veux dire, voilà, c'est sa figure qui a émergé, même, je veux dire, même pour la lutte pour les indépendances, tout le monde s'accorde pour dire qu'il n'était pas seul. Voilà. Alors, donc ça veut dire que l'exercice aussi de ce pouvoir révolutionnaire, de son organisation, sa gestion, vous pensez qu'il était tout seul? Non, il n'est pas tout seul, bien sûr qu'il y a des complicités. Malheureusement, dans la chaîne de responsabilité, quand vous êtes le chef, c'est vous qu'on voit, c'est Conté qu'on voit, c'est Alpha qu'on voit, mais vous et moi, on est plus contemporains d'Alpha et Conté, on sait très bien qui était aux alentours, sans rentrer dans le détail, parce que c'est pas l'objet ici du débat. Mais évidemment, Staline n'était pas le seul dans ses bavures, Hitler n'est pas le seul, les Pol Pot, les dictatures ne sont pas les seuls, ou en tout cas, les démocrates ne sont pas les seuls à exercer le pouvoir. Hein. Non, il y a toujours, bien sûr, un ensemble de personnes autour, une connexion de réseau qui fait que. Mais justement, je pense que Sékou Touré, l'idéal révolutionnaire était certes attractive sur le plan des principes, mobilisait peut-être... Vous parlez même de fiction, parlant de cet idéal révolutionnaire qui, on va dire, s'appuyait sur le peuple. Tout est au peuple, tout est fait au nom du peuple, voilà. Tout est... Oui, mais le peuple, c'était Sékou Touré. Le peuple, c'était lui. C'est-à-dire que... Il est le responsable. Partout où il y avait peuple, nation et république, c'était Sékou Touré. Vous voyez, moi je pense qu'il faudrait que nous soyons cohérents. Oui. La Chine est cohérente avec elle-même. Enfin, encore, moi je suis un démocrate libéral, je le dis maintenant, mais je respecte un pays comme la Chine qui dit, écoutez, nous, on ne s'engage pas dans une démocratie, on l'assume ce que nous sommes, mais au moins parallèlement à ça, l'économie est développée, scientifiquement le pays développé. La Chine ne pleure pas aux yeux du monde pour avoir des vaccins. Hein. La Chine, autonome, elle fait ses vaccins. Voilà. La Russie, pareil. Mais en Guinée ou en Afrique, on s'est engagé dans des idéaux, révolutionnaires et tout, mais qui n'a pas été parallèle vraiment à l'épanouissement du peuple. Il y a Kachor Mahboubani, qui est un grand spécialiste des relations internationales, qui vient de publier un livre, Has China Won? Est-ce que la Chine va-t-elle gagner? Enfin, la Chine va-t-elle gagner? Ou la Chine a-t-elle gagné? Voilà. Où il explique qu'aujourd'hui, les Chinois sont les plus heureux. Sur Xi Jinping. Voilà, ça c'est la thèse à lui, M. Mahboubani. Mais Sékou Touré, je pense que Sékou Touré aurait pu vraiment nous léguer une nation. En fait, il aurait pu vraiment nous sortir des dynamiques de violence politique et favoriser une éducation qui pourrait générer, une éducation qui aurait pu générer une culture politique qui nous inscrirait dans la durée vers la démocratie et la justice. Il aurait pu le faire si il avait accepté l'épreuve du dialogue, de l'adversité politique et surtout du débat. Peut-être qu'il ne faut pas oublier non plus, ça vous n'en parlez pas beaucoup dans l'ouvrage, le contexte. Il y avait un contexte, vous en parlez. Non, je discute Kébélé, je discute comment il s'appelle l'historien. Il y avait un contexte. Hein, vous dites qu'on ne peut pas tout remettre sur la pression que la France avait exercée, que tout ne peut pas se résumer à cela. Et c'est sur la fondation politique de la Guinée, Amadou Sadio Barry en est l'auteur et il est sur notre plateau pour en parler. Alors peut-être que l'ouvrage, ça peut-être qu'il faut le souligner, et je pense que vous serez d'accord avec nous, votre ouvrage ne porte pas sur Sékou Touré ni sur son régime. Là on en parle parce que bon, le sujet autour de Sékou Touré est passionnant, soulève les passions, et même moi, j'ai pas pu m'en passer. Mais évidemment, pour aborder la question de la fondation politique de la Guinée, vous faites des propositions, je le dis comme ça, mais avant d'en arriver là, il y a une série de questionnements qui est posé. Et puis, pour répondre à cela, à ce questionnement ou à ces questions, vous nous amenez donc à
à revisiter un peu cette histoire de la politique guinéenne. Depuis la Révolution, et donc justement tout ce qu'on a dit autour de Sékou, on aurait pu dire la même chose autour de Conté, parce que votre ouvrage en parle aussi, effectivement, et il parle aussi du régime de Alpha Condé et de son troisième mandat. Alors, c'est vrai que la question de la violence, la question de l'institutionnalisation, comme vous le dites, de la politique, de la volonté de conserver le pouvoir, plutôt, je voulais dire. Il est question aussi de cela dans l'ouvrage. Alors, ce que je voulais à présent aborder, parce que je regarde en même temps le chrono, c'est que les conditions, d'après votre réflexion, donc après tous les questionnements, effectivement, pour les téléspectateurs, on vous invite, c'est une recommandation de la rédaction de parenthèse, et c'est sur la fondation politique de la Guinée, évidemment, pour nourrir nos différentes réflexions en fonction de tous les soucis que nous avons en commun, parce que c'est ça qui est quand même clair aussi, et vous abordez dans l'ouvrage, tous les Guinéens ont envie que la situation change positivement. Vous le dites, et je pense que tous nos téléspectateurs partagent cela. Maintenant, c'est la manière, et notamment les principes à mettre en place, tout ce qu'il faut partager pour aller. Et vous, en intellectuel, vous nous faites une proposition, et donc, pour peut-être permettre à nos téléspectateurs de partager un tout petit peu ces questions-là. Les fondements, d'après votre réflexion ici, pour une politique en Guinée, reposent essentiellement sur quoi ? Vous en parlez, vous parlez d'éthique, de valeurs morales à partager préalablement. Et c'est vrai aussi que vous dites que, et même pour ça, par rapport à la première révolution, je vais dire ça comme ça naïvement, c'est pour me permettre de comprendre. Et vous dites, il faut préalablement s'entendre sur tel et tel élément, que ces éléments, et vous dites bien entendu la précaution minimale, ça veut dire qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur l'ensemble, mais sur un certain nombre de questions minimales, c'est des questions, la construction d'abord éthique, morale. Vous insistez là-dessus, et j'ai envie de poser la question, comme je dis naïvement, est-ce que sous la Révolution, ou même sous Conté, ou encore même sous Alpha Condé, ça veut dire qu'à un moment donné, si on veut véritablement, mettre tout à plat, ou même en tout cas refonder, donc définir un projet de société, des lois, des principes autour que nous partageons tous, avec évidemment, parce que vous insistez là-dessus, on trouve ça et on a trouvé ça intéressant, les mécanismes et les institutions qui vont permettre d'éviter qu'une personne s'approprie tous les pouvoirs, parce que bon, de passage aussi, je dis ça comme ça rapidement, on a trouvé intéressant la question par exemple de la CENI, et quand vous dites que non, finalement la CENI, d'après votre analyse, la CENI n'est que le prolongement de l'exécutif. Effectivement, ici qui expliquerait le fait qu'elle est incapable, c'est-à-dire que son indépendance n'existe que de nom. Donc j'ai envie de dire, est-ce que pour vous, pour tous ces régimes-là, à un moment donné, on arrête tout, on consulte les gens par référendum. Je vous ai dit que je posais la question naïvement. Pour ce partage, pour ces moments-là, on procède comment? Quand on sait que effectivement, il y a une élite, il y a des gens qui sont allés à l'école, la majorité de nos populations ne sont pas allées. Le fait de le dire théoriquement est intéressant et on comprend, mais dans la pratique, comment cela fonctionne? Écoutez, dans la pratique, comment cela fonctionne, je pense que déjà le CNRD nous a lancé dans une voie qu'on pourrait exploiter, me semble-t-il, en parlant de refondation. Moi, je parle du mot de fondation, je l'explique pourquoi. Et d'ailleurs, le sous-titre, enfin, le livre, je parle de rupture. Hein. Ce mot souvent pas mis en évidence, mais le titre que je... Oui, parce qu'on a regardé sur la tranche, il n'apparaissait pas là pour le titre. Rupture, bon. C'est-à-dire parce que nous sommes encore dans la... Quand je dis que nous avons connu, bien sûr de manière variable, hein, je précise sans exagérer, nous avons connu qu'un seul régime politique depuis 1958, bien que Sékou Touré n'est pas Alassane Conté, Alpha Condé n'est pas du tout Sékou Touré, ça il faut quand même nuancer, il ne faut pas exagérer. Mais moi je parle de rupture. Alors par où commencer? Je pense qu'il faut d'abord
essayer de savoir dans quelle société, quel type de société nous voulons. Est-ce que cette question pourrait se résumer à dire, oui, quelle société voulons-nous Quelle société voulons-nous pour la Guinée? Voilà, quelle société voulons-nous pour la Guinée? Alors vous avez absolument raison, cher monsieur, de dire qu'on ne peut pas faire parler tout le monde. Mais vous voyez, c'est quelque chose, c'est vrai, il y a dans la position philosophique que je fais une impossibilité, mais vous voyez, c'est ça aussi le travail intellectuel. C'est-à-dire on ose l'impossible. Oui, c'est aussi dans l'impossible. Il y a même la littérature, c'est un peu ça aussi. Avec sa capacité de nuancer, voilà, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut procéder à la mise en place de commissions. Des commissions interministérielles, même des commissions où vraiment les chercheurs guinéens peuvent être mis à l'œuvre. C'est-à-dire où on verra un appel public, le mémorandum, on expliquera par exemple les différents types de sociétés, comme je l'explique dans mon livre, oui. sociétés communautaires, les sociétés des individus ou la société des communautés. Voilà. On va venir là, parce voilà. que c'est très intéressant. Je veux dire, mesdames et messieurs, nous sommes donc avec Amadou Sadio Barry, donc auteur de Essai sur la fondation politique de la Guinée, un ouvrage rupture, il faut rajouter là-dessus, un ouvrage évidemment qui vient à pic, on va dire, en raison de l'actualité que nous traversons, l'actualité politique, sociale, économique, tout, un ouvrage donc justement qui vient alimenter notre réflexion et puis bon, que nous recommandons parce qu'évidemment, ce que aussi la plupart des commentateurs de la politique, vous en êtes un, parce que je découvre, mais je veux dire, ils sont d'accord qu'il n'y a pas une culture du débat. Et c'est pour ça que, bon, les ouvrages qui mènent des réflexions, qui font des propositions concrètes, effectivement, qu'on peut être d'accord ou pas, mais au moins, il y a des éléments. Et ce qui est intéressant là-dedans aussi, faut peut-être le dire à l'attention de nos téléspectateurs, c'est qu'il y a pas mal de bouquins, moi, en lisant, que j'ai noté, que vous citez, qu'on trouve très intéressant. Et c'est ça aussi l'intérêt de l'émission Parenthèse. Donc, on était sur la question de savoir les éléments fondamentaux sur lesquels repose un projet de fondation politique. Déjà, lorsqu'on observe sur le plan de la violence politique, les revendications qui sont faites, qu'est-ce que l'on constate? On constate deux choses. Que les Guinéens en ont marre de la domination. Oui. Les Guinéens ne veulent pas d'injustice. On ne veut pas d'inégalité. Bien qu'on nous traite de peuple de moutons, moi je pense que c'est condescendant. Moi je rencontre des jeunes ici, des ONG de jeunesse qui formulent des revendications vraiment en termes de justice qui sont fortes, des revendications fortes, vraiment, et substantielles. Donc je pense qu'il y a déjà là une base à partir de laquelle on peut dire, écoutez, sur le plan normal, sur le plan moral, aucun Guinéen, quel qu'il soit, ne veut être dominé. Oui. Tout le monde s'entend là-dessus. Qu'on soit de la Guinée forestière, qu'on soit de la Guinée, je ne sais pas quoi. Quelle que soit notre appartenance religieuse. Pourquoi? Et pourquoi? Ce n'est pas parce que vous êtes X ou Y, c'est parce que vous êtes un individu digne. Donc la dignité est donc un principe, le respect de la dignité humaine, c'est un principe auquel le Guinéen adhère. Oui. On s'entend là-dessus. La question qui se pose, c'est à partir d'une telle adhésion normative, donc d'une adhésion morale, qu'est-ce qui peut être fait sur le plan de l'organisation politique et institutionnelle? Alors, qu'est-ce qui peut être fait? Si tous les Guinéens s'accordent pour dire, le respect de la dignité pour nous est non négociable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous allons consentir? Parce que c'est bien beau de dire que le principe, on l'adhère. Oui. Le plus difficile, c'est de respecter. Oui. Maintenant, est-ce que les Guinéens sont prêts à s'organiser de manière à dire, OK, comment on va faire respecter la dignité humaine? Ça passe par quoi? La redistribution des richesses minières. Oui. Ça, c'est important, parce que c'est à tout le monde. C'est pas seulement au ministre, je ne sais pas quoi, c'est à tout le monde. Peut-être dans ce cadre-là, on peut repenser ou renégocier l'ANIES, par exemple, qui pour moi est un outil qui peut être mis à profit. Voilà. Sur le plan politique, ça prend quoi? Le respect des libertés. Donc, comment le faire? En fait, si on part du principe 1, que nous sommes tous d'accord qu'il faut respecter la dignité humaine, comment donc avoir des dispositifs institutionnels pour garantir le respect de cette dignité pour tout le monde? D'où ce que j'appelle le consentement nécessaire. Oui. C'est-à-dire que là, c'est même pas occidental. D'autres vont dire, écoutez, c'est parce qu'il vient de la philosophie occidentale, il a lu Rawls, il a lu la philosophie des Lumières. C'est pas tout cela, parce que, et je le dis dans le livre, c'est à la lecture de Kizerbo, l'historien burkinabé, la lecture même de Djibril Tansignam que j'ai rencontré en 2017. Soni Labou qui est cité. Voilà, donc d'historien Boubacar Bari et bien d'autres. Hachim Bembe. Où j'ai compris, en tout cas, l'histoire de l'Afrique précoloniale montre que, à bien des égards, tout n'était pas rose bien sûr, mais l'Afrique précoloniale avait cette conception de l'organisation du politique. Parce qu'on donnait aux esclaves le pouvoir dans les instances de décision, parce qu'ils étaient représentés dans le collège électoral, les esclaves. Oui.
La société était structurée en libre, en noble et en esclave. Parce qu'il y avait l'idée d'institution représentative. L'Afrique postcoloniale, les individus ne sont pas représentés. Et lorsque vous n'êtes pas représenté, vos intérêts ne sont pas défendus. Oui. Parce que la contradiction est la suivante, nous voulons la démocratie. Moi je dis tant mieux. C'est ce que les Guinéens veulent, je ne suis pas contre. Mais il faut être cohérent. Si nous voulons la démocratie, il faut que nous consentions au respect de ce qui fait un État démocratique. Ça prend quoi? Des contraintes. Une société, il y a pas, même la Chine, quand vous étudiez par exemple le système politique chinois qu'on qualifie d'autoritaire et tout, évidemment, mais à l'intérieur du Parti communiste, il y a des contraintes. Tout à fait. On lutte contre la corruption. Oui. C'est-à-dire qu'aucune société, cher monsieur, aucune humanité, un philosophe comme Kant d'ailleurs le disait, aucune humanité n'est possible là où il n'y a pas un respect minimal de certains principes. Oui. C'est pas possible. Pourquoi Oui. aujourd'hui l'éducation va mal en Guinée? Une éducation complètement chaotique. Les diplômes guinéens, peut-être vous le savez, ne sont pas reconnus à l'étranger. Le système de santé est complètement pourri. Pardon l'expression. Hein. Oui, allez-y. Même des dignitaires du régime se soignaient au Canada, en France, aux États-Unis. Oui, vous le dites d'ailleurs dans l'ouvrage. Voilà, je pense donc que c'est-à-dire que l'indifférence, il y a une... J'ai même fois, et vous le dites hein, par rapport à tous les éléments que l'on puisse, qu'on peut partager, avoir besoin de partager pour aller justement vers le processus de la fondation. C'est-à-dire que vous dites que oui, tous les Guinéens sont d'accord pour pouvoir avoir accès à une santé, qu'ils puissent se soigner. Voilà. Et tous les Guinéens sont d'accord pour qu'ils aient accès à une éducation, parce que c'est ce qui va donner tout ce qui est lié à l'égalité des chances. Si tout le monde ne va pas à l'école, on ne peut pas parler d'égalité de chances. Donc, etc., etc. Donc, effectivement, c'est pour ça que, bon, là, je bouscule un peu, parce que j'ai envie qu'on aborde la question de ces deux formes d'organisation, je vais dire sociale, en termes de normalité, les types de sociétés possible. Vous donnez deux exemples de type de société. C'est à nous de voir, donc nous Guinéens, dans le cadre de cette fondation, est-ce qu'il nous faut une société des individus ou une société des communautés? Et donc, vous faites une démonstration intéressante qu'on voulait vous entendre sur ces deux différences rapidement pour qu'on aborde d'autres questions aussi. Oui, parce que le contrat moral fondateur que j'explique dans le livre, donc le consentement au respect de la dignité humaine, c'est pour moi sur le contrat moral qu'on a entre les Guinéens, qu'il faut respecter. Alors, tout ce que je propose comme réorganisation entre les régions et qu'on a écrit, le modèle fédéral que je propose, tout ça, on en reviendra, j'espère, qui permettra à ce qu'une personne qui est à Sigiri ou à Youmou puisse avoir son passeport à Youmou. Donc, on décentralise vraiment. Bien sûr, papier, déjà, ça existe. Hein. Comme disait mon cher Issaka Soare, que je le passage, je disais d'abord, essayons d'appliquer ce qui existe avant de proposer, ce qui n'a pas tort. Il n'a pas tort là-dessus. Alors, moi, je me dis, fondation, pourquoi? Parce que il faut d'abord savoir, avoir une cartographie, une photographie de ce que nous sommes. Quand vous êtes M. Koné ou M. Barry, M. Dialouche ou M. Kilavogui, je ne sais pas quoi, automatiquement, vous êtes renvoyé à une communauté. Sans même le vouloir. Hein. Moi, j'ai jamais, et je le dis partout, je le dis à Rafim FM, j'ai jamais assumé mon appartenance à la communauté Peul. Pourquoi? Parce que je me dis, naître Peul, c'est une contingence, je n'ai pas choisi. Vous non plus, donc pourquoi me renvoyer chaque fois à mon nom de famille? C'est parce qu'il me réduit. J'apparais d'abord comme un être humain, masculin, voilà. Et donc je me dis, la société guinéenne, et là ça se confirme, hein, ça se confirme parce que j'ai fait un travail de terrain, tout ça depuis que je suis là. La société guinéenne est d'abord religieuse, bien que la religion aussi on l'applique comme on veut, ça veut le dire. En tout cas, il y a une conception de la religion qui est forte, qui influence les gens. Et surtout, nous sommes profondément communautaires, voire communautarisés. Alors on peut discuter sur le terme entre ethnie, communauté ou territorialité. Ça, vous parlez même dans votre ouvrage, parce que j'ai vu, j'ai trouvé ça intéressant, vous parlez plutôt d'ethno-culturel. Voilà, vous parlez de... Donc, moi je me dis que sur le plan sociologique, ce que je constate, peut-être je peux me tromper, c'est un débat, d'ailleurs c'est une proposition que je fais, je ne dis pas la vérité là-dessus. Hein. Nous sommes encore une société communautaire. Vraiment, où il existe des communautés ethno-culturelles. Et historiquement constitués, et qui sont là, c'est-à-dire que depuis des siècles, qui sont guinéens. Donc en partant de là, il ne faut pas non plus avoir un système politique détaché de ce que la réalité donne à voir. Donc moi je suis pour un système politique incarné, pas un modèle occidental qu'on nous met sur la tête. Non, nous sommes une société constituée de communautés ethnoculturelles qui souvent se disputent le pouvoir à tort ou à raison, où souvent les communautés sont instrumentalisées par les politiques. Et à partir de là, de cette société de communauté, je veux dire qu'on peut essayer, bien que moi je ne suis pas partisan d'une société de communauté, je dis, puisque ce que nous sommes,
Est-ce qu'on peut essayer de bâtir quelque chose de normal avec ça? Qui tiennent compte de ça. Voilà. Parce que d'ailleurs, en expliquant les raisons qui font qu'on n'arrive pas à faire une alternance politique, il y a ce que vous avez appelé les facteurs endogènes. Ben oui, et justement, ces éléments liés à la communauté, à l'appartenance communautaire, n'est pas absent. Tout à fait. La preuve encore de l'influence des communautés ethnoculturelles, c'est, vous voyez, les décisions politiques. On voit toujours que les sages des régions, les différentes coordinations, les coordinations régionales. Lorsque vous êtes ministre, on va voir votre mère, la mère fait de la pression, on va voir l'oncle, on va jouer sur les sages. Vous voyez, il y a des facteurs sont là qui influencent, c'est le cas au Sénégal avec les marabouts aussi, il y a des facteurs là sociologiques qui sont indéniables. Maintenant, moi, ce qui me fascine comme travail intellectuel, c'est de voir que nos constitutions depuis 90 nous présentent un modèle libéral. Oui. Mais ce qui est incroyable, je me demande si les Guinéens ont conscience de ce que c'est qu'une démocratie libérale. Alors, démocratie libérale, ce que je sais en tout cas, je n'ai pas tout le livre du monde, mais ce que je sais, démocratie libérale, elles sont nées d'une conception de l'homme. L'Occident moderne est une révolution anthropologique. D'une conception de l'homme qui dit quoi? L'homme est un individu que ni Dieu, ni famille, ni père, ni mère ne contrôle. Vous êtes censé être un sujet, d'où l'idée de subjectivité moderne que Descartes avait formulée. Vous êtes un sujet, c'est-à-dire vous êtes vous-même, vous êtes maître de vous-même. Ni Dieu ni maître, comme diraient des poètes. Oui. Alors, en Guinée, moi ce que je vois au contraire, Dieu est important, la communauté est importante. Oui. Dieu est dans des idoles. Voyez-vous, prenez la violence sur les femmes. Souvent c'est justifié au nom de la religion. Il faut le dire. Donc, vous voyez, je me dis, attention, sur papier, vous présentez un modèle libéral, mais sur le plan socio-anthropologique, nous sommes une communauté qui n'est pas du tout une communauté libérale. Donc je me dis, peut-être qu'il faut être cohérent. Oui. D'où l'idée de fondation. Il faut fonder le système politique sur des réalités qui nous ressemblent. Je ne dis pas qu'elles sont meilleures, je dis qu'on peut au moins avoir un système normal. D'où la proposition que je fais ensuite sur le plan politique, alors de donner une autonomie relative aux régions, de sorte que dans chaque communauté ethnoculturelle, chacun puisse s'épanouir dans sa communauté. On peut penser par exemple à ce que la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée ou la Guinée forestière ait un gouvernement, ou en tout cas qu'on réorganise le gouvernorat de sorte à ce qu'ils ont une autonomie en termes de décision politique. C'est que sous-tend aussi justement l'idée du partage de pouvoir et des richesses, effectivement. Oui. Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, même là, en fait, ce que je propose, même c'est d'autres m'ont critiqué là-dessus, mais j'entends les critiques. En fait, ce que je propose, c'est une normalisation du communautarisme, mais une normalisation contrôlée. C'est-à-dire que la Guinée forestière pourrait avoir un système de gouvernance où la population de la Guinée forestière pourrait s'organiser entre elles, de sorte à développer la Guinée forestière. On s'entend pour leur donner une autonomie. C'est-à-dire, on profite des richesses de Guinée forestière. On peut penser à des instituts, par exemple, en Guinée forestière, qui existent déjà en passant, certains instituts, pour développer chaque région selon ses atouts. Voyez-vous? Donc, la Moyenne-Guinée, pareillement, la Haute-Guinée, pareillement. On permet donc à chaque communauté d'exercer un pouvoir là où elle est, de promouvoir sa culture, mais je le précise dans le livre, avec deux nuances importantes. Oui. Parce qu'en Guinée, dans chaque région, il y a des minorités. Vous voyez, dans la Haute-Guinée, il y a des minorités Peul ou en tout cas la Guinée forestière. En Moyenne-Guinée, c'est pareil. Donc attention, oui, on donne aux communautés de se développer, mais c'est dans le respect total et non négociable des minorités. On parle des minorités ethniques. Mais surtout aussi, sur des questions importantes comme l'éducation ou le mariage, c'est le pouvoir central. Donc Conakry, qui peut avoir un regard, ou en tout cas un pouvoir décisionnel. Parce que j'ai peur que les communautés ethniques puissent, en fait culturel, accentuer la domination sur les femmes. Oui. Donc vous voyez, c'est un modèle que je propose de gouvernance qui permettra à Conakry, à ce que nous ayons deux partis politiques qui représentent ce qu'on appellera la nation, bien sûr, la nation à venir, mais qu'au sein des régions, nous ayons des systèmes de gouvernance régionalisés qui développent les régions selon leurs atouts, et bien sûr, où, sur le plan national, on procède à une redistribution équitable des richesses. Pour terminer, évidemment, il y a des risques de sécession que j'examine dans le livre. Tout à fait. Il y a des possibilités de conflits que j'examine dans le livre. Mais la proposition que je fais des journées interculturelles me paraît essentielle. Ce n'est pas juste se construire à vase clos. Je pense qu'aujourd'hui, il faut, entre les jeunes Guinéens, que chaque culture puisse être promue, qu'on fasse des journées de réconciliation, des journées de culture, des œuvres littéraires de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée puissent se partager. Vous voyez, donc ça, je pense que... Et c'est ça, une nation. Vous voyez, c'est une nation. Moi, je regrette le fait que je ne parle pas le malinké, ni le kissi, ni le garzé. Franchement, je regrette. Mais je me dis, quelque part, ce n'est pas de ma faute. Je me console en me disant que, bon voilà, l'éducation, moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire un peu,
Mais l'explication qu'on m'a donnée ici, voilà, elle a fait de moi plus. Allez, essai sur la fondation politique de la Guinée, rupture. Amadou Sadio Barry, l'auteur sur notre plateau. Peut-être que c'est vrai que très rapidement, je voulais revenir sur ça parce que ça, on a trouvé ça intéressant. C'est le passage de votre ouvrage qui parle des partis de l'opposition. Ça veut dire que votre travail ne se limite pas seulement aux tenants du pouvoir. Et puis, évidemment, je pourrais même le dire comme ça, votre texte fustige justement le fait que la politique se résume, ou la démocratie plutôt, devrais-je dire, se résume plus à la conquête du pouvoir qu'à autre chose. Et que donc dans cette réflexion, hein, il y a ceux qui ont le pouvoir, qui font tout pour conserver le pouvoir, et puis effectivement du côté de l'opposition, vous expliquez que le même phénomène se retrouve du côté de l'opposition. Ouais. Issaka Souaré, qui est un de nos confrères, grand spécialiste des relations internationales, Issaka Souaré, a analysé dans un livre sur les partis politiques en Afrique ce phénomène, ce qu'on appelle du big man, c'est-à-dire l'homme fort dans les partis politiques. Évidemment que le problème que nous vivons actuellement en termes de violence politique n'est pas, de manière plus large, n'est pas imputable simplement aux partis au pouvoir, hein, bien qu'ils aient une responsabilité là-dessus vraiment majeure. Oui. Mais je vois dans les partis politiques en Guinée, je pense que souvent la dimension institutionnelle manque aux partis politiques. Ils sont structurés autour d'une personne, c'est-à-dire qui représente le tout du parti, c'est la figure paternelle du parti, de sorte que lorsque cette figure disparaît, le parti s'écroule. Le PUP, presque aujourd'hui, bon, il existe, mais encore, voilà. On voit aujourd'hui ce qui est en train de se passer au sein du RPG. Avec, voilà. Vous voyez, quand le parti n'est pas institutionnel, donc voilà, il n'y a pas de... L'institution suppose des règles. C'est ce qui fait la vie, c'est ce qui donne une dimension institutionnelle. Mais quand c'est les personnes qui sont là, ben, ce n'est pas une institution. Donc pour moi, j'estime que je reconnais aux partis politiques ce qu'ils sont. Ce sont des partis politiques, donc la conquête du pouvoir est d'abord ce qu'ils définissent, c'est vrai là-dessus. Mais dans le cas précis de la Guinée-Conakry, nous avons quand même des problèmes sociopolitiques. Le manque de sang dans les hôpitaux, les violences à caractère sexuel. Voyez par exemple des personnes qui vendent dans la rue en deux automobiles. Je veux dire, c'est un problème de sécurité. Oui. Voyez ce que j'appelle le déficit de rationalité. Les personnes qui mettent de la peinture sur les bretelles à 15-14 heures. Vous voyez, il y a là des risques de sécurité sur la personne que je pense qu'un parti politique pourrait analyser et proposer donc des solutions, non pas seulement pour conquérir le pouvoir, mais écoutez, comment on peut éduquer le peuple. C'est là où peut-être Peut-être même en commençant, vous n'en avez pas parlé, mais peut-être en commençant même à proposer de l'éducation civique au sein de leur propre parti. Tout à fait. Ce qui n'existe pas. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons par exemple les réseaux sociaux, tout le monde suit. Moi, par exemple, c'est pourquoi quand je propose de dire, il ne faut pas seulement se battre pour Conakry, on peut se battre pour être maire d'une commune. Hein. On peut se battre pour être, par exemple, maire, je ne sais pas, ou être gouverneur, ou être le représentant de l'État national à Cancan, ou à Labé, ou à Zérékoré. C'est-à-dire, on peut faire ses preuves en développant Zérékoré. Il ne faut pas non plus, bien que l'État a des moyens qu'un gouverneur n'a pas, mais on peut aussi inventer, on peut imaginer, on peut renégocier le rapport au territoire. Et c'est là où j'accuse, si vous permettez l'expression, les partis politiques, de ne pas s'être impliqués davantage dans des considérations autres que celles du pouvoir. Oui, moi, je pense que, je verrais très bien, par exemple, écoutez, qu'est-ce que les gens de la Haute-Guinée, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer Séguéri-Cancan, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer Labé, ou Dalaba, ou Zérékoré, ou Kindia? Vous voyez, donc on peut mobiliser de l'imagination, de l'énergie, et ne pas simplement compter sur jusqu'à attendre être à Sékou-Touréa pour développer la Guinée. Pour développer. Donc, bien que je nuance encore, hein, oui, la responsabilité, je ne l'enlève pas, si vous voulez, au tenant du pouvoir. Mais je pense que nous avons aussi une responsabilité à notre échelle, voilà l'expression, où il serait possible de faire des choses. Allez, essai sur la fondation politique de la Guinée, Amadou Sadio Barry, l'auteur sur notre plateau. On aurait bien aimé, chers téléspectateurs, continuer à échanger avec lui. Mais donc, à présent, on va peut-être passer tout de suite au marque-page. Mesdames et messieurs, le marque-page pour le compte de ce numéro, c'est tout de suite.
Page 63. La conception du pouvoir et la pratique de l'opposition. Mais si les élites politiques guinéennes ont contribué à la survie des pratiques autoritaires du pouvoir, cela tient aussi à la signification de la fonction de l'opposition et à la manière dont s'exerce le pouvoir au sein des partis politiques eux-mêmes. L'observation du comportement des opposants de 1984 à nos jours permet en effet de saisir que l'opposition, cette autre modalité de l'action politique, concentre l'essentiel de ses efforts dans la lutte acharnée pour la conquête et le contrôle du pouvoir politique. Ainsi, l'opposant se définit par la seule aspiration à être chef de l'exécutif. Non seulement cette logique de l'opposition a mis en marge de l'action politique un de ses rôles majeurs qui consiste à surveiller et rendre imputable le gouvernement, mais elle a surtout généré une attitude d'indifférence à l'égard des problématiques qui relèvent de l'intérêt général. L'éducation, la santé, le logement, la famille et la sécurité. Ainsi, le multipartisme, loin d'avoir favorisé une pratique du politique sensible au bien commun, a ouvert la voie à une modalité de la compétition politique antinomique à l'émancipation d'institutions démocratiques, faisant du contrôle des appareils de l'État le seul enjeu de la lutte politique. Voilà. C'est d'ailleurs cette composition pour la domination du champ politique qui a fini par ériger la violence comme mode privilégié de l'action politique. Toutes les élections présidentielles de 1993 à 2015 ont été précédées et accompagnées de violence. Fin de citation. Alors, on espère avoir pu vous faire partager un tout petit peu, un tant soit peu en tout cas, quelques extraits de cet ouvrage. Essai sur la fondation politique de la Guinée, écrit par Amadou Sadio Barry, qu'on a eu l'immense plaisir de recevoir sur notre plateau, mesdames et messieurs. Alors, monsieur Barry, avant de passer à la dernière, troisième et dernière rubrique, on voudrait vous poser la question. Quand vous avez fini de rédiger cet ouvrage, quel est le sentiment qui vous a animé? Franchement, de tristesse. De tristesse, je me dis, j'aurais bien voulu parler d'autre chose sur la Guinée. J'ai un projet vraiment de travailler sur l'œuvre de William Sassine, de Thierno Mondenembo, que je salue aussi au passage. Je me dis de tristesse parce qu'en analysant tout ça, en écrivant tout ça, c'est aussi le cœur qui parlait quelque part. Hein. Donc, oui. Ce mélange d'intellect et de cœur a été toujours là. Des nuits d'écriture où, à mon âge, j'analyse ce que mes prédécesseurs, c'est que ce qu'on nous a légué comme jeunesse. Et moi qui vis au Canada, je dis, bon, j'aurais pu, en Guinée aussi, étudier en Guinée, j'aurais pu faire mes études, voilà. Mais on m'a rien appris de ce que j'ai écrit là. J'ai toutes les œuvres que j'ai lues là, j'ai les C'est des recherches, oui. Canada, donc franchement, de triste, mais aussi de joie. Après, je me dis, je soumets un livre à discussion et je crois en la Guinée. Moi, je participe au débat. Crois à la Guinée et je pense qu'il y a une jeunesse active qui est là, oui. Qui ne sont pas en Occident, mais qui sont très productifs. Ça, il faut le dire. Parce qu'on a cette fiction souvent que la diaspora, c'est... Non. Il y a des chercheurs en Guinée valorisés et il y a des jeunesses surtout qui est active, qu'il faut mettre au devant de la scène. Il y a donc une jeunesse très active qu'il faut mettre en avant. Mesdames et messieurs, à présent, nous passons à la troisième et dernière rubrique pour le compte de cet ouvrage, Essai sur la fondation politique de la Guinée, avec l'auteur sur le plateau même, Amadou Sadio Barry. Monsieur Amadou Sadio Barry, bonjour. Bonjour. Ma première question est la suivante. S'il vous était demandé de résumer votre ouvrage en 3 phrases, que diriez-vous? En 3 phrases, je dirais que c'est un ouvrage qui est une proposition au débat pour que, ensemble, les Guinéens, nous puissions sortir de la violence et que nous organisions une société sur la base d'un état de droit, de justice et de démocratie. Monsieur Amadou Sadio Barry, bonjour. Bonjour. La deuxième et dernière question est la suivante. Dites-nous, après avoir écrit cet ouvrage, vous avez effectué un voyage en Guinée. Dites-nous,
au contact du pays et des Guinéens, est-ce que vous avez espoir un projet de fondation est possible? Oui, j'ai espoir. J'ai espoir parce qu'il y a une jeunesse qui est là, qui entend, écoute, qui veut discuter. Et oui, les réalités sont dures, mais oui, j'ai espoir. J'ai espoir dans ce pays. Voilà, monsieur Barry, merci beaucoup. Merci, M. Koné, pour l'invitation. Et je pense que, parenthèse, c'est une occasion pour tout chercheur guinéen de venir ici avec vous débattre. Et j'encourage beaucoup la jeunesse à vous écouter et à participer au débat avec les livres, avec la culture. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, eh bien, merci de nous avoir suivis de bout en bout avec monsieur Amadou Sadio Barry, avec qui on a parlé de son ouvrage Essai sur la fondation politique de la Guinée Rupture, que vous pouvez trouver donc dans les rayons de l'Harmattan Guinée, mais aussi en France et puis sur les sites des éditions L'Harmattan. Essai sur la fondation politique de la Guinée. Et alors, nous, on vous dit à la prochaine pour un autre numéro, évidemment.